J'ai déchiré le testament que je venais d'écrire. Il faisait tant d'heureux que j'en serais arrivé à me tuer pour ne pas trop les faire attendre, ironisait en son temps Sacha Guitry. Aujourd'hui, en 2024, objet d'inquiétude et de fantasme, le testament est le document emblématique, bien évidemment, des questions d'héritage. En son absence, c'est la loi qui encadre votre succession. Le fichier central des dispositions de dernière volonté, le FCDDV, lancé en 1971, comprendrait environ 4,5 millions de testaments. Seulement un Français, donc sur 10, en a rédigé un, ce qui semble assez peu. En tout cas, tentative d'exploration de ce sujet, de cet univers. À quel moment de la vie, tout simplement, doit-on rédiger son testament ? C'est la question que je vais poser à mes invités dans cette émission en quête de sens. Vous saurez tout ou presque sur ce qu'est un testament et sur ce qu'il faut y mettre dedans, tout simplement. Et surtout, quand le rédiger ? Vaste question que nous allons poser aujourd'hui à mes 4 invités. Et j'ai la grande joie de recevoir, pour commencer, Ambre Danquigny. Bonjour Ambre. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes coordinatrice de la campagne Testament Solidaire. Alors, testament, on voit à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est qu'un testament solidaire ? Alors, Testament Solidaire, c'est une campagne en fait de sensibilisation pour informer un maximum de Français sur la succession et le testament en général, et surtout les inciter à faire un legs pour une bonne cause à une association ou une fondation. Et par exemple, Radio Notre-Dame, accessoirement. Par exemple. Mais pas que. Nous sommes également en compagnie de Maître Stéphanie Gaillard. Bonjour Stéphanie Gaillard. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes une habituée des radios et des télévisions. Vous êtes une notaire que l'on voit et que l'on entend, on peut le dire quand même, sur les ondes ici et là. Vous êtes porte-parole des notaires du Grand Paris. C'est bien cela. Depuis combien d'années, on peut le dire, notaire en tout cas, depuis combien d'années ? Alors, depuis 2007. Depuis D'accord. 2007, c'est un métier que j'aime. Et donc, pour le faire connaître, c'est bien de communiquer. Eh bien, on est ravis de vous recevoir. Nous sommes également en compagnie de Catherine Pagès. Bonjour Catherine. Bonjour Ambre. Ravie, Bonjour Marie-Ange. Marie-Ange. On est Bonjour Ambre 5. aussi, hein. Bonjour tout le monde. Responsable que vous êtes, ambassadeur chez Les Enfants du Mékong, je crois, qui participe à cette campagne Testament Solidaire, Tout à c'est fait. ça, qui est, Oui. qui est concerné par cette campagne. Et enfin, Renaud de Beaucorps. Bonjour Renaud. Bonjour Notre Marie-Ange. sociologue du jour. Alors le sociologue si on Notre veut. psychologue du jour. Voilà, plutôt, Enfin bref, plutôt cofondateur. radiologue. Et on est ravis de vous recevoir. Oui, effectivement, vous êtes cofondateur d'Octos. Qu'est-ce que c'est qu'Octos ? Alors Octo, c'est une société qui gère de la data, qui essaie de comprendre un peu ce qu'il y a dans les bases de données. Donc, soit Il y a par du boulot. Oui, il y a du boulot, surtout aujourd'hui. Alors ce chiffre, un Français sur 10 aurait rédigé un testament. D'abord, Stéphanie Gaillard, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Alors, sur les chiffres exacts, je ne peux pas vous le dire, puisque par définition, le fichier des dispositions de dernière volonté, on dépose les testaments que vous déposez chez vos notaires préférés, et on n'y accède que lorsque nous sommes en possession d'un extrait d'acte de décès. C'est-à-dire que les seules manipulations qu'on fait avec ce fichier, c'est déposer le testament. On vérifie avant de le déposer si le formalisme a été respecté. On paye un coût qui est environ 20 € pour l'inscription. D'accord. Vous n'avez pas le droit de demander ce qu'il contient uniquement avec un extrait d'acte de décès original et à la demande du notaire qui règle la succession. Donc, par définition, je ne suis pas capable de vous dire le nombre de testaments qui sont dans les tiroirs ou dans les porte-monnaies. Parce que ça, c'est une partie de l'iceberg, ce qui est au fichier des dispositions de dernière volonté. Mais vous n'avez d'autres personnes qui restent avec leur testament. Ceux qui sont dans la table de nuit. Table de nuit, tiroir. Quelle valeur ça a ? C'est juste en 2 mots Si le formalisme est respecté, que personne n'indique que la personne n'avait pas la capacité à, ou ça n'était pas l'écriture, ou que quelqu'un s'oppose, il est tout à fait valable. D'accord. Je pense qu'Ambre veut Oui, rajouter quelque chose. Parce que chez Testament Solidaire, justement, on a lancé le premier baromètre sur les Français, le testament et le legs. Et on a compté 17% des Français qui déclarent avoir fait un testament et une proportion qui augmente à partir de 55 ans. D'accord. Alors, est-ce que c'est une donnée qui vous surprend ou pas ? Alors, vous la connaissiez peut-être, cette donnée, Renaud de Beaucorps ? Disons qu'il faut faire Ça attention fait à ça, tard, me que c'est semble-t-il, 17% de Français qui, effectivement, font un testament, mais tous ceux qui font un testament ne font pas forcément un legs. Ah non, on est d'accord. Donc, c'est important de dire qu'il y a 10% de Français qui font un legs, 17% qui font un testament. C'est vrai que les associations, eux, si on raisonne par rapport aux associations, eux, bien sûr, ils regardent, comme les enfants du Mékong, ils vont regarder ceux qui ont
fait un legs, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent faire un testament sans faire de legs. Donc voilà, il faut bien dissocier les deux. Et c'est vrai que grâce à cette étude barométrique, comme on travaille sur un échantillon représentatif de la population française, on a pu interroger des jeunes, donc des gens qui n'avaient pas encore fini de constituer leur capital. Alors que lorsque vous travaillez sur les enfants du Mékong ou sur d'autres associations, forcément, vous avez une vision de ceux qui ont déjà fait l'engagement. Donc déjà, ils ont réfléchi pourquoi ils allaient donner à tel type de cause. Ils ont déjà fait tout un travail derrière. Ouais, alors parlez bien dans votre micro, cher ami. Merci beaucoup. Effectivement, on en sait un peu plus côté enfant du Mékong. Non, mais est-ce qu'on a des idées déjà de l'âge ? C'est vrai que c'est intéressant de parler de l'âge. Est-ce qu'avant, c'était plus... On rédigeait plus tard que maintenant ? Alors, je ne sais pas si les unes et les autres, les uns et les autres sont au courant de cela. S'il y a des données, une fois de plus, peut-être, Maître Stéphanie Gaillard, c'est pas évident. Mais déjà... Juste par rapport à la rédaction des testaments, c'est vrai que nous, on conseille toujours aux gens qui nous appellent, aux donateurs, que ce soit pour Enfants du Mékong ou pour n'importe quelle association, d'aller voir son notaire et de déposer son testament pour qu'il soit enregistré. Parce que c'est toujours après très compliqué, ou ça peut être compliqué lorsqu'un testament a été rangé dans un tiroir ou autre. Il peut disparaître. En fait, ce qu'on veut dire à la personne, c'est si elle rédige un testament, ça veut dire qu'elle souhaite léguer une partie de son patrimoine à une association ou autre. Et donc, il faut que ce choix soit respecté. Et pour qu'il soit respecté jusqu'au bout, il faut qu'il soit bien conservé, en fait. Donc, c'est hyper important d'insister, je trouve, là-dessus. Parce que c'est quand même un projet de vie, un testament et un legs. Ouais. On décide à un moment donné, on fait comme un point. Vous parliez de l'âge, à quel moment on rédige un testament. En fait, c'est souvent à des grands moments de sa vie. Ça peut être peut-être qu'on a des enfants, on prend conscience de certaines choses, quand on se marie, ou bien au moment où on prend sa retraite, on a peut-être un regard, on se pose un peu, on a un regard sur sa vie et on se dit maintenant, qu'est-ce que j'ai envie que ça devienne ? Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai créé. Et donc c'est vrai que c'est important, il n'y a pas d'âge, après, finalement, plus on est âgé, plus on a ce temps de réflexion. C'est logique, mais donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, de se dire, en fait, on se pose, on réfléchit à ce qu'on veut faire de ses biens. Généralement, on a un engagement dans la vie et on se dit, ce testament va permettre de faire perdurer cet engagement. On a des valeurs, on se tourne vers une association qui a ces mêmes valeurs. Donc, en fait, c'est tout un peu un discernement sur Sauf que je vais être méchante, pardonnez-moi, mais à l'heure où on ne s'engage plus, où on n'a rien à faire des valeurs, j'exagère, mais bon, il y a une partie de la population française qui se moque, en tout cas jusqu'à parfois un accident, une épreuve de la vie, effectivement, les enfants qui arrivent, ça déclenche peut-être parfois des choses importantes, une notion, une prise de conscience du réel, de qu'est-ce que je vais léguer, qu'est-ce que je vais transmettre, mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'inverse, finalement, Maître Stéphanie Gaillard, très honnêtement ? Est-ce que le testament, au fond, n'est pas très à la mode ? Est-ce qu'on peut le dire ? Moi, ce que je valide, et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Catherine. Ouais. Par contre, et là, je ne parle pas de la notion de legs à des fondations, je parle vraiment de l'utilisation de l'outil testament que je vois revenir de plus en plus avec le PACS. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens pacsés n'héritent pas l'un de l'autre. Et donc, le PACS est en train d'être utilisé par une génération beaucoup plus jeune que ce que vient de nous présenter notre chef data. Mais avec la notion de « je suis pacsé, mais sans testament », je ne fais pas hériter mon partenaire. Parce que je rappelle qu'on est pacsé. On n'a pas beaucoup de droits, on n'a pas beaucoup d'obligations, et que pour pouvoir essayer de protéger le partenaire de PACS, parce que c'est pas le conjoint. D'accord. Conjoint, il faut être marié. Okay. Concubin, vous êtes concubin, vous vivez sans aucune règle en fait. Le PACS, pour faire hériter l'autre, il faut faire un testament. Donc, on revoit apparaître une clientèle beaucoup plus jeune qui utilise le testament pour répondre à ces contraintes. D'accord, ça c'est une donnée intéressante. Si on ne le fait pas, juste question comme ça, alors, où va l'argent ? Où va la transmission ? Alors ça dépend, là on ne va pas pouvoir prendre tous les cas de figure, mais vous êtes pacsé avec enfant, ce sera votre enfant uniquement. Vous êtes marié vous êtes pacsé, sans avoir fait de testament, ce sera vos frères et sœurs ou parents qui vont hériter, donc l'ordre est légal. Et vous avez fait un PACS. Attention, je profite de cette émission pour en parler. Prenez conseil auprès d'un notaire parce que la difficulté du PACS, on ne peut pas cantonner ce qu'on donne à l'autre. C'est-à-dire que si je donne l'usufruit
usufruit, usus, abusus, le droit d'utiliser un bien ou de percevoir les loyers, je ne peux pas dire je ne le donne que sur un bien. Ce sera sur l'universalité de la succession. Et ça veut dire que si mon conjoint, mon partenaire de Pacs avait pas les capacités financières à dédommager mes enfants d'une autre union, le Pacs ne pourrait pas être appliqué puisque par définition, il ne pourrait pas dédommager mes enfants de la première union. Donc c'est à prendre avec beaucoup d'accompagnement, étudier si c'est vraiment opportun, et le Pacs ne convient pas à tout le monde. Voilà, donc je ne les pousse pas au mariage, même si on aime bien tous les choux à la crème, mais attention, c'est quand même pas la panacée. Voilà, donc pour modérer ce qu'on a dit tout à l'heure, testament, oui, ça se rajeunit pour la clientèle des pacsés. Ça se rajeunit pour cette raison-là précisément. Exactement. Sinon, ce serait peut-être pas forcément le cas. Et quand on est célibataire, on sait que la solitude, évidemment, ça croît d'année en année dans nos contrées occidentales. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle vous menez cette campagne Testament solidaire en Dankini? C'est pour sensibiliser toutes les personnes, même quand on est seul et qu'on n'a pas d'enfant, jusqu'à je ne sais pas quel âge. C'est aussi ça? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le baromètre, on a vu que 57% des Français de 55 ans et plus n'ayant ni conjoint ni enfant sont susceptibles de faire un legs. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que la population générale qui est cantonnée plutôt autour de 10%. Et on sait que c'est la première raison, la première motivation à faire un leg dans le cadre de son testament, c'est de ne pas avoir d'héritier direct. Donc ça, c'est vraiment une raison qui est ultra importante. Après, quand on a des enfants, ça n'empêche pas de faire un legs, évidemment. Mais c'est vrai que quand on n'en a pas, c'est une motivation supplémentaire. Et la deuxième motivation, je tiens à le dire quand même, c'est le fait de ne pas donner d'argent à l'État. Que pas trop de son patrimoine aille à l'État. Parce qu'on sait que les droits de succession peuvent être élevés. Très élevés en cas de patrimoine très élevé. Surtout quand on n'a pas d'héritier direct, qu'on veut que ça aille à une nièce ou à un neveu et qu'on n'a pas d'enfant. Là, les droits de succession explosent. Et c'est vrai que le legs, ça permet ça aussi. Ça permet d'enlever un petit peu le droit de succession, puisque les fondations ou associations ne doivent pas de droit de succession, pardon. Et il y a aussi le dispositif du legs avec charge ou à charge, je parle sous contrôle de Catherine et de Maître Gaillard, que je vais peut-être laisser expliquer cette partie-là. Moi, j'aimerais bien demander à Renaud de Beaucorps ce qu'il pense du geste. Parce que là, vous avez évoqué la transmission, que l'on soit seul ou que l'on est dans... Alors, quand on a des enfants, ça paraît logique puisqu'on est dans la transmission à partir de la S1, la seconde 1 de la naissance de votre premier enfant. S'il y en a plusieurs, quand on n'en a pas, quand on est seul... Qu'est-ce que il y a quelque chose d'anthropologique là-dedans, dans le fait de quand même laisser quelque chose sur cette terre. Il y a laissé quelque chose sur cette terre, je suis complètement d'accord, mais il y a aussi le fait que plus votre patrimoine va être important, parce que je pense que on parle beaucoup de la temporalité. On commence à être jeune, et puis après on commence à se marier, constitution des enfants, puis après on va constituer son patrimoine, et ensuite on pensait à dire, une fois qu'on a constitué son patrimoine, comment on va pouvoir le léguer. Donc là après on se tourne vers ses causes principales. Mais je pense que une chose qui est nouvelle, qui apparaît aujourd'hui, c'est on parle un tout petit peu, c'est la taille du patrimoine. Plus vous allez avoir un patrimoine important, et plus vous allez devoir anticiper votre legs. Pourquoi ? Parce que justement, par rapport aux taxes, par rapport aux impôts à payer... Anticiper, ça veut dire quoi ? Anticiper, ça veut dire que si vous avez plusieurs millions d'euros à léguer, il va falloir, pour éviter que vous payiez trop d'impôts de succession, il va falloir pouvoir bénéficier de la déduction fiscale au bout de 10 ans, bénéficier de toutes les possibilités. Maître va pouvoir nous répondre justement sur les possibilités de déduction fiscale qu'on peut avoir justement pour anticiper une succession. Mais aujourd'hui, on voit bien que lorsqu'on a fait cette étude dans le baromètre, lorsqu'on a regardé la population française, ceux qui étaient dans la ruralité, on en parle beaucoup aujourd'hui, la ruralité par rapport aux métropoles, on a bien vu, ceux qui étaient dans les métropoles anticipent beaucoup plus leur succession, se tournent vers des causes d'ailleurs très différentes de ceux qui sont dans la ruralité, mais ça c'est un autre sujet. Mais par contre, plus vous avez un patrimoine important à léguer et plus vous devez anticiper
Et cette notion de temporalité est importante à bien à prendre en compte. Est-ce que vous confirmez, Stéphanie Gaillard, notaire que vous êtes, est-ce que vous confirmez? Alors, Renaud ne va pas être content. Non. Non, mais non, alors déjà, juste, je reprends, c'est tous les 15 ans. Ouais. C'est-à-dire que... C'est pas tous les 10 ans, d'accord. L'abattement renaît tous les 15 ans. Mais c'est de la technique, c'est pas grave. Hein. Moi, je considère que c'est plutôt la notion de transmission. Elle gagne quel que soit le patrimoine. Donc, Non, mais c'est une culture. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez un gros patrimoine à léguer, justement, vous êtes déjà dans une démarche de fiscalité, alors que quand vous avez à hériter une petite maison, de toute façon, tranquillement, dans la temporalité, à un moment, vous arrivez à un âge... Ça plus ou moins naturellement, quoi. Ça va venir très naturellement. Donc, je pense qu'il y a quand même une éducation au patrimoine qui fait que vous allez forcément plus anticiper quand vous avez un patrimoine important, quand vous avez une société, quand les agriculteurs aujourd'hui, ils anticipent, s'ils n'ont pas d'enfants, ils anticipent comment ils vont léguer leurs terres à leurs neveux, etc. Il y a une anticipation. D'accord, il faut en parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que la fiscalité, je suis d'accord, il n'y a pas que la fiscalité. Ça, vous dire. Oui, c'est le côté prise de conscience qu'on a quelque chose à léguer et qui peut venir de la terre, mais ça peut être un immeuble, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une entreprise. Et on connaît les guerres souvent que ça... Enfin, moi, ça, c'est un voilà, sujet c'est qu'on va juste dans aborder, cet esprit-là, je suis d'accord que c'est pas la taille de lait qui fait que vous allez anticiper plus, mais c'est surtout vous avez une culture, vous avez une appréhension différente. Vous nous séparez, vous êtes d'accord ou pas, Stéphanie Gaillard? Moi, je voudrais juste, parce que je crois que c'est important, il faut vraiment faire une séparation entre le civil et le fiscal. C'est-à-dire qu'une prise de décision, c'est du civil. Il ne faut pas tomber dans le travers de « je donne pour optimiser fiscalement », mais je te reprends le bien, parce que donner, c'est donner. Donc, la grosse difficulté que nous avons, et je suis officier public, donc la notion de dire spolier l'administration et autres, je souriais parce que je conseille mes clients toute la journée, mais je les conseille en restant dans les clous. Donc, c'est pour ça que vous me voyez sourire tout à l'heure, parce que je ne peux pas laisser passer ça. Hein. Par définition, on ne fait pas des tours de passe-passe, on fait de l'optimisation fiscale avec nos clients, qui sont qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir transmettre par legs aux enfants à Pierre-Paul-Jacques, dans un but de, effectivement, utiliser les gadgets qu'on a, c'est-à-dire 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Mais le reste, c'est de l'abus de droit. Donc, voilà pourquoi je me permets de reprendre. Mais vous avez complètement raison. Nous restons dans la légalité. Dans les clous. Il faut surtout rester... Non, mais je parle plus dans les côtés éducatifs. Renaud, j'avais tout à fait compris, mais je me permet d'utiliser cette onde pour justement revenir sur 2 ou 3 choses. Frédéric Chopin, les amis, on se retrouve juste après. On respire, on se retrouve après, ça va aller. Avec cet extrait de cette valse numéro 6, opus 64, numéro 1, la valse minute, bien sûr. À tout de suite.
À quel moment de la vie doit-on rédiger son testament ? C'est une question hautement d'actualité, figurez-vous. Nous en parlons avec mes 4 invités du jour, qui sont Renaud de Beaucorps, cofondateur d'Octos, radiologue de la data, maître Stéphanie Gaillard, qui est notaire, porte-parole et notaire du Grand Paris, Ambre Danquigny, coordinatrice de la fameuse campagne Testament solidaire dont nous parlons depuis quelques minutes maintenant, et enfin Catherine Pagès, responsable ambassadeur chez les enfants du Mékong. Alors il y a bien sûr des nuances à apporter, il y a beaucoup, j'ai l'impression surtout qu'on n'est pas au courant, nous, le simple badaud que nous sommes, de toutes les possibilités qu'il y a dans la répartition de la transmission. C'est un peu ça, Catherine Pagès, que l'on soit seul, que l'on soit parent, que l'on soit oncle et tante, enfin bref, il y a des tas de possibilités et dont on peut diversifier, c'est-à-dire qu'on peut donner une petite partie effectivement à un nièce, à un neveu, à un parent, qui est encore là, et puis on peut aussi donner à une association, faire un legs, enfin on peut faire plein de choses en même temps. C'est ça ou pas ? Mais exactement, en fait, l'objectif du testament, c'est aussi de transmettre. Donc on transmet à sa famille si on en a une. Si on a des enfants, voilà, c'est complètement encadré, régi par la loi, donc voilà, on peut pas faire ce que l'on veut. Mais quel que soit le nombre d'enfants que l'on a, on a toujours une petite part qui s'appelle la quotité disponible, que l'on peut transmettre à qui l'on veut, à une association, à une fondation. On peut vraiment en faire ce que l'on veut. Ambre, on pense d'abord à sa famille avant de penser à une association. Moi, je me mets dans la tête de quelqu'un là qui écoute l'émission et qui a 40, 50 ans et plus, enfin j'en sais rien, et qui n'a jamais pensé tout à coup, qui est là, mais oui, au fait, un testament, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'écris ? Je pense à qui d'abord ? Les enfants peuvent être vexés si jamais on en a et qu'on donne tout dans un legs, une association. Alors, heureusement, ça, c'est pas possible, en France en tout cas, puisqu'il y a la part réservataire qui revient toujours aux héritiers directs. Vous nous rassurez quand même. Et éventuellement aux conjoints survivants en cas de mariage. Donc ça, c'est réservé pour eux. Après, pour toutes les questions un petit peu plus techniques, nous, justement, chez Testament Solidaire, notre objectif, c'est de donner un maximum d'informations de manière tout à fait gratuite avant, justement, l'étape du notaire. Et donc, on a fait un guide gratuit qui est téléchargeable sur le site testament-solidaire.fr et qui répond à toutes ces questions-là. J'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Quelle part de quotité disponible j'ai pour faire un legs ? Est-ce que je peux faire un legs à plusieurs associations ou fondations ? Spoiler, oui, on peut. À une fondation ou une association et à une personne physique qui n'est pas un héritier direct ? Oui, on peut aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses différentes à faire. Stéphane Lagarde, est-ce que ça se frite chez le notaire Moi, je me demande, je ne sais pas, est-ce que des enfants sont vexés parfois quand ils apprennent que leurs parents veulent donner une association ? Est-ce que ça peut arriver ou pas du tout ? Non, je pense que déjà, ça doit correspondre à une philosophie de leurs parents, donc l'étonnement, il n'y est pas. Ce qui est très mal perçu, c'est la découverte d'un enfant qui n'était pas connu de la fratrie. Ça, c'est assez violent. Et ce qui, pour moi, est le pire, c'est laisser des dettes. C'est-à-dire ne pas avoir eu la capacité d'expliquer à ses plus proches parents, donc a priori enfants ou proches familles, j'ai vendu en viager la maison parce que de fait, je ne pouvais pas faire face aux charges. Là, ça fait des dégâts. Par contre, vous aimez une cause qui est tout à fait respectable. Je pense qu'il n'y a pas d'étonnement de voir que son parent ou oncle, tante ou ami, etc., à penser justement à saupoudrer, parce que j'aime bien ce mot de saupoudrer, parce que comme le disait Catherine tout à l'heure, on a vraiment une panoplie à notre disposition. On a une caisse à outils pour faire des legs universels, des legs à titre universel, des legs particuliers. Donc on donne tout, on donne un peu, on donne des finis. Et Catherine l'a dit, mais je pense qu'on peut rappuyer un petit peu dessus parce que c'est intéressant. On peut même utiliser, et là je suis dans l'optimisation fiscale de Renaud de tout à l'heure, donner à une association à charge pour elle de délivrer un legs, c'est-à-dire elle recueille l'intégralité du patrimoine, mais je lui demande de donner tel ou tel bien défini à un neveu, à un cousin, une cousine, ce qui fait qu'il n'y a pas de frottement fiscal, puisque si l'association est reconnue d'utilité publique, a rempli, parce qu'il y a aussi des associations au secours, il ne faut pas non plus donner à n'importe quelle cause, vérifiez, renseignez-vous, est-ce qu'ils sont bien à la préfecture, est-ce qu'ils ont bien un numéro, est-ce qu'ils répondent aux contraintes et aux demandes du BOFIP, c'est-à-dire le bulletin officiel de l'administration fiscale, pour pouvoir bénéficier de cette exonération.
Et à ce moment-là, vous avez une grande liberté de faire ce que vous souhaitez, sans spolier la première famille. Moi, j'ai une phrase, peut-être que vous n'allez pas adhérer, mais pensez au lien de sang. C'est-à-dire qu'une association qui hérite d'une maison remplie d'objets, où il y a des photos, où il y a des gravures, ils sont complètement perdus. Ils respectent la volonté du défunt, mais ça aurait été peut-être bien de prévoir qu'est-ce qu'on fait des objets mobiliers, qu'est-ce qu'on fait des souvenirs de tante Hortense ou de XY. Et il faut vraiment, et c'est pour ça que c'est bien qu'ils viennent vous voir et qu'ils viennent nous voir, il faut faire des choses simples. C'est-à-dire que mettez-vous à la place d'un représentant d'une association qui se retrouve avec nous dans un inventaire de maison et le linge de maison, les draps de famille, les photos, on en fait quoi? Alors, question. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? Moi, j'en ai. Mode opératoire. Allez-y, on part. Disons que pour rebondir par rapport aux dettes, ce qui est important, c'est que les associations ont une sorte de comité de direction qui permet de valider s'ils acceptent ou pas un legs. C'est-à-dire que ça, il faut quand même l'intégrer. Ah ouais. C'est-à-dire que il y a une vérification. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui vient vous faire un testament, qui vient vous proposer un legs, ce legs, il passe en comité de direction et l'association va regarder ce legs si effectivement le passif n'est pas supérieur. C'est quoi les cas de refus? C'est quoi? C'est donc les cas de dette. Par exemple, quand il y a plus de dettes, on peut le comprendre, mais il y a le cadeau. Pour ça, je rebondis sur ce que tu disais. Il y en a beaucoup, et donc chaque association, il y a même. Je vous lègue mes dettes. J'ai été voir un prestataire cette semaine qui s'appelle Éloge, qui est une société qui gère les testaments, enfin les legs des grosses associations, comme les Restos du Cœur, comme la cardiologie, enfin les diocèses, le diocèse de Paris, etc. La Fondation Notre-Dame. Et ils analysent, à chaque fois qu'il y a un nouveau dossier qui arrive, ils analysent le dossier passe en commission. On regarde si le montant des dettes, on regarde le montant de l'actif et c'est voté dans une commission et le legs est accepté ou pas accepté. Extrêmement sérieux. Donc c'est pour non seulement, il faut le savoir, moi je le savais un peu, mais j'ai un peu découvert parce que pour préparer l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit que j'ai quand même essayé de me renseigner un peu mieux sur ces enjeux CRM, l'information qu'on peut avoir sur ces donateurs pour justement mieux comprendre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et cette information, donc maintenant il y a des tableaux de bord. Donc là, justement, les responsables des donateurs ont des tableaux de bord qui connaissent combien ils ont de dossiers en cours, ils connaissent les contentieux, combien ils ont de dossiers sur l'assurance vie, pas assurance vie, etc. Donc ils ont une sorte de tableau de bord de suivi de legs, ce qui leur permet d'anticiper et de remonter l'information à la direction générale pour leur dire cette année on prévoit de faire par exemple X millions de legs. Donc ça va permettre aux associations de mieux comprendre les enjeux de trésorerie, leurs propres besoins pour financer les projets. Donc ils ont besoin d'avoir ces tableaux de bord de suivi de legs. Pour ça que je me permettais de rebondir par rapport à ce qui a été dit sur les dettes. Catherine. Ouais, nous clairement quand on a des demandes de testateurs qui nous contactent, c'est vrai qu'il y a tout un échange qui se met quand les gens sont dans cette démarche de testament. Ils nous appellent, on échange avec eux sur ce qu'ils veulent faire, quel patrimoine ils veulent transmettre, comment ils veulent transmettre, qu'est-ce qui est important, quelle cause ils veulent continuer à soutenir. C'est vraiment ce qui leur tient à cœur. C'est vrai que on parle de fiscalité, etc., mais il y a une transmission derrière, quelque chose de très fort. Très humain. Surtout les gens qui n'ont pas d'enfants, dont vous parlez tout à l'heure, Stéphanie, et qui veulent transmettre, eux n'ont pas de famille, ils peuvent transmettre à un ami, mais ils ont aussi envie de continuer une cause. Donc nous, on échange avec eux. Il y a une rédaction de testament qui est déposée chez un notaire. Et puis, par exemple, vous parliez de qu'est-ce qu'on fait après quand on se retrouve avec un bien. Nous, c'est quelque chose qui nous arrive très régulièrement. Il n'y a pas très longtemps, on a une marraine qui nous a légué sa maison. Et elle avait bien précisé, moi j'ai des collections, je voudrais que les collections soient authentifiées par un commissaire-priseur, que ce soit mis en vente dans les salles des ventes. Après, j'ai d'autres biens, Emmaüs, c'est important pour moi, j'aimerais bien qu'ils viennent chercher tel et tel bien. En fait, on avait discuté ensemble, vraiment parce que c'est important pour nous de respecter complètement le souhait des gens qui nous donnent. C'est fondamental pour nous de recevoir des dons, mais il faut aussi que ça corresponde à ce qu'ils voulaient en faire. Donc on avait tout vu ensemble avant.
Donc c'est vrai que quand le jour J est arrivé, ça a été beaucoup plus simple. D'où l'importance énorme de l'échange en amont avec... Moi, je voudrais savoir le mode opérateur. Stéphanie Gaillard, vous faites un métier qui relève de la haute psychologie parfois. Je pense que le mot est faible. On est une grand-mère, une tante ou des parents, tout simplement. Et on commence par faire quoi ? Est-ce que, par exemple, quand on a l'idée, avant d'écrire son testament, de toucher le testament et d'aller voir son notaire, est-ce qu'il faut, par exemple, rassembler ses enfants ou la personne qui serait les bénéficiaires logiques du testament, du patrimoine? Est-ce qu'il faut d'abord les rassembler pour leur parler, leur poser la question, demander leur avis ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier, en fait? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est du sur-mesure. Donc, un exemple, une famille qui a un enfant handicapé, la plupart du temps, 8 parents à peu près sur 10 souhaitent avantager l'enfant handicapé pour alléger la pression financière des autres. D'accord. Sauf que un testament qui est rédigé de cette manière, sans avoir communiqué avec les autres enfants du pourquoi on fait ça, c'est catastrophique. Parce que, ça va être un peu violent ce que je vais dire, mais l'enfant handicapé a peut-être un peu compliqué le quotidien des autres pour des raisons qu'on peut tous comprendre autour de cette table. Et patatras, papa et maman sont plus là. Et en plus, c'est notre frère ou notre sœur qui est avantagé au quotidien. C'est sympa. Alors que moi, j'ai eu les parents dans mon bureau et que la volonté des parents était de dire, si on donne plus à cet enfant handicapé, c'est pour qu'il ne soit pas une charge pour les frères et sœurs. Ça veut dire que sans accompagnement, c'est un raté total. Avec accompagnement, les enfants prennent le pas et on comprend pourquoi on veut mettre plus. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, ne jamais dire aux personnes qu'on a couché sur un testament, tu vas être mon héritier, tu vas être mon légataire. Pas pour une association, pas pour une fondation, parce que là, il y a un accompagnement que je trouve excessivement important et c'est là où on voit les vraies associations et les autres, mais parce que les gens changent. Donc, d'abord, il faut savoir qu'un testament, il est révocable. C'est-à-dire que c'est d'une grande souplesse. C'est-à-dire que je peux venir tous les jours déposer un nouveau testament, parce que je rappelle que celui qu'on prend en charge, c'est le dernier écrit, et qu'il faut écrire « Je révoque toute disposition testamentaire antérieure ». Ça veut dire qu'on fait reset et on repart à zéro. Si on ne met pas cette phrase magique, ça devient un codicile, c'est-à-dire un testament qui complétera mes premiers dires. Bon. Donc, on ne communique pas sur le nom qui a été couché, comme ça peut être mon livreur de sushi, demain ça va être mon livreur de pizza, et puis peut-être qu'après-demain ça sera autre chose. Donc, attention. Et puis, ne pas jouer au chantage, c'est-à-dire que, tu sais, tu es ma nièce préférée. Donc, voilà. Donc, il y a une grosse différence, à mon sens, entre j'avantage un enfant de la fratrie sans raison apparente, mais qui peut en être une extrêmement belle pour les autres enfants. Et sur les associations, moi, je trouve que vous avez vraiment une appétence à vous aimer l'humain. Enfin, je veux dire, on a tous des métiers autour de cette table où on aime l'humain. Donc, l'humain, c'est quoi ? C'est de dire, j'ai quand même travaillé toute ma vie. Si je ne fais rien, ça va partir vers mes cousins, cousines que je n'ai jamais vus. Si j'ai vraiment pas de famille, ça tombe dans le pot commun. Et faites attention à vos contrats d'assurance vie. C'est-à-dire que les gens oublient de changer les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie. J'ai divorcé depuis 40 ans. J'avais mis mon conjoint en guise de bénéficiaire et j'avais mis le nom du conjoint. Il va hériter de mon contrat d'assurance vie. Donc, si vous voulez, c'est quand même des espèces de petits pop-up. Et ces émissions ont un avantage, c'est de dire aux gens, vous êtes le chef d'orchestre de votre patrimoine. Nous, on les aide à mettre en musique leur volonté. Mais cette phrase, elle marche superbement pour un choix de contrat de mariage, pour un choix de testament, pour un choix d'évolution de vie. J'adopte les enfants de mon conjoint. Voilà. Et les associations, il y a une souplesse de leur donner tout à charge d'eux. Donc, je te donne, mais c'est comme des poupées russes, mais tu vas donner telle chose à telle autre. Et là, on optimise fiscalement. Ça peut être, je m'en fiche, moi, ils se débrouilleront.
je donne tout. Mais psychologiquement, c'est un métier, puisque je rebondis sur ce que vous disiez au départ, qui moi, m'a appris, on ne connaît pas les gens. On ne connaît pas les gens. Donc, moins vous parlez de ce que vous faites, c'est votre précaré. Voilà. D'accord. Vous nous expliquez ce que ça veut dire, ne pas parler, ça veut dire ne pas... vous êtes taisant sur vos dispositions testamentaires. D'accord. Elles sont révocables. Donc ça veut dire que peut-être que la veille Mon chéri, non, ça on oublie. Voilà. Eh bien écoutez, vous avez parlé de partir tout à l'heure par Jacques Higelin. On se retrouve juste après. Alors pars et surtout ne te retourne pas. L'enfant, mais il est là, il est avec moi. C'est drôle. Quand il joue, il est comme toi, impatient. Il a du cœur, il aime la vie et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars, surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Mais qu'est-ce que t'as ? Eh bien, avant de partir, à quel moment de la vie doit-on rédiger son testament ? On en parle aujourd'hui avec mes 4 invités. Catherine Pagès, côté enfant du Mékong, elle qui dirige les relations legs et les relations testataires. Ambre Donchini, coordinatrice de la campagne Testament solidaire. Maître Stéphanie Gaillard, qui est porte-parole des notaires du Grand Paris. Et Renaud Debocor, cofondateur d'Octos, qui est radiologue de la data. C'est tout ce qu'on dit, la data du leg, la data de... La data tout court, la data tout court. C'est redit, c'est reprécisé pour ceux qui nous rejoignent. Voilà. On ne veut plus aujourd'hui hériter
Maître Stéphanie Gaillard, cette question vous surprend peut-être pas tout à fait. On veut, vu les frais de succession, est-ce que finalement ça va être la grande tendance maintenant de donner, de faire appel aux legs, enfin de transmettre à des associations, tellement les enfants aujourd'hui, ça peut coûter tellement cher d'hériter, ou est-ce que je vais trop loin ? Je pense que vous allez trop loin, mais... Vous allez trop loin, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un rallongement de la durée de la vie. Donc aujourd'hui, les besoins sont plus, à mon sens, il n'y a plus un alignement des planètes, si vous me permettez cette expression. Donc on hérite souvent, on a déjà sa maison, voilà. On a un toit sur la tête. Il n'est pas rare qu'on ait son enfant de 50 ans au chômage chez soi, parce que c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui. Oui. On a un besoin, on a un problème de logement qui fait qu'on est dans la transgénération avec des personnes âgées qui logent un étudiant qui leur monte leur pack d'eau et qui met un peu de beurre dans les épinards. Donc ça, il faut le prendre. Enfin, ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. En ayant un peu fait le décor, qu'est-ce qui se passe ? On a des gens qui, effectivement... se retrouvent veufs, parce que si on est dans la dernière ligne droite, messieurs, je suis désolée Renaud, mais vous partez avant nous, hein, donc c'est pour ça que je parle de veufs. Il y a 6 ans d'écart, 78 contre 84 ans. Et donc, on a en fait des personnes qui pensent à leur transmission de patrimoine en étant très angoissées de leur quotidien. Donc ça fait... Des personnes qui testaient, hein, puisqu'une personne qui fait un testament, on appelle ça un testateur, et j'ai testé, voilà. On n'arrive même plus à aborder cette chose avec eux parce qu'ils sont dans un quotidien heurté. Les charges de copropriété, en tous les cas, sur le Grand Paris, ont augmenté. On a la joie d'être propriétaire et presque locataire vu les charges. Donc, on ne va pas leur dire « sois généreux », alors qu'ils en sont à se demander s'ils vont pouvoir garder le bien immobilier. Donc moi, je trouve qu'on a perdu le contrôle de ce créneau de personnes qui ont d'autres difficultés. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui sont seuls, vous le disiez, qui n'ont pas d'enfants et qui ont finalement des relations personnelles un petit peu distendues. On ne voit plus trop ses frères et sœurs parce que la vie, on est tous très occupés, on ne voit plus trop, etc. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un engouement à nouveau de se dire, mince, avoir un patrimoine, c'est quand même pas simple. C'est trop lourd. Pas envie que ça parte à des gens avec lesquels j'ai de l'affect, mais pas tant que ça. Ouais. Donc, je vais me faire plaisir. Et c'est moi qui ai gagné ça. Et par conséquent, le patrimoine issu de son travail, ils le transmettent facilement. La notion du lien de sang, la maison de famille, hein, le mot maison de famille, ça peut être une bicoque, hein, parce qu'après on nous dit maison de famille. Non, il n'y a pas forcément un château, on est bien exactement, d'accord. Et quels sont le nombre de clients qui me disent, mais mon père, je ne comprends pas, il reste 30 000 €, mais il avait une maison, et puis on va faire l'inventaire. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est tout petit, parce que on voit les choses avec des yeux d'enfant. Et donc la notion de lien de famille, c'est les liens de sang. Et les liens de sang, là, les gens ont plus de mal à le donner à une association en disant, quand même, la famille, elle a peut-être envie que ça reste. Donc, voilà, voilà mon analyse un peu nuancée, mais pour moi, il y a une évolution de l'approche du testament. Et on devient beaucoup plus égoïste, entre guillemets, en disant, moi, j'ai pas d'affect avec mes neveux et nièces. Ma sœur, elle a très bien réussi. Par conséquent, je vais me faire plaisir. Je vais faire plaisir aux causes que j'aime. Ça, c'est vrai. Vous confirmez ça, cette tendance, mesdames, en étant vrai? Complètement. On a vraiment... moi, beaucoup de gens que j'ai au téléphone me disent, voilà, mes enfants n'ont besoin de rien si j'ai des enfants. Alors ça, c'est encore autre chose. Ma famille n'a besoin de rien. J'ai beaucoup travaillé. Je crois en une cause. Et maintenant, voilà, c'est vers cette cause que je vais me diriger mon testament. Alors, moi, dans l'étude du baromètre, c'est intéressant, c'est qu'on est dans les familles, c'est plutôt CSP-. On va plutôt être dans une transmission, parce qu'on a
pas forcément beaucoup de choses, mais on peut avoir bien sûr la maison familiale, on peut avoir la même réalité peut-être en plus petit, mais la réalité qui a été décrite. Et dans ces cas-là, on est plus dans une volonté de transmission. Quand on commence à avoir beaucoup plus de patrimoine, surtout quand on a fait fortune, quand quelqu'un a fait une entreprise et qui a eu beaucoup d'argent, après il s'est dit c'est pas quelque chose qui vient du sang, ça vient plutôt de mon travail. Et là effectivement, là on se dit peut-être que je vais faire un projet. Donc les fameux projets des fondations qui créent un projet et d'ailleurs ça se termine par un legs. C'est-à-dire qu'on commence par faire un projet avec une association, une fondation, et puis derrière ce projet, on va le finir en legs. On va léguer ce... Voilà. Donc, effectivement, je pense que dans le monde de la ruralité, la périurbatie, où on parle beaucoup aujourd'hui avec les élections, et dans le monde des métropoles, où on a constitué un patrimoine beaucoup plus important sur l'entreprise, parce que vous avez fait des start-up, etc., vous pouvez avoir gagné beaucoup d'argent. Et donc, dans ces cas-là, vous avez cette volonté de transmettre votre propre bien que vous avez acquis vous-même différemment que si c'est effectivement au niveau du sol. Et ça, c'est vrai qu'on l'observe dans l'étude. Et il y a une classe qui est très métropole et qui a des comportements avec beaucoup plus de gens paxés, avec les lois sociétales qui sont passées, elles concernent beaucoup plus les métropoles que la ruralité. Et on voit bien que là, il y a plus de volonté de construire soi-même un projet de succession, alors que quand on est plus dans la ruralité, on a reçu du sol, on va vouloir le transmettre, on est plus dans une filiation. C'est une vraie sociologie que vous êtes en train de donner. En fait, c'est la photographie. Enfin, je te dirais comment tu donnes et ce que tu donnes, je te dirais de quelle époque tu es. Enfin, c'est assez intéressant, vous confirmez cette espèce de nouvelle carte sociologique, si oui, je peux dire, de la tout à fait. Et c'est ce qu'on a vraiment vu sur le baromètre quand on a travaillé avec l'agence Octos, c'est qu'on a un glissement qui se fait sur le testateur type, entre guillemets. Avant, on était plutôt sur une dame sans enfant, veuve le plus souvent, et qui avait au moins 75 ans ou par là. Et on se retrouve là de plus en plus, on a un glissement vers plutôt un homme, plutôt urbain, plutôt en ville avec un patrimoine un peu plus important et qui va être pas tout à fait encore à la retraite ou en tout début de retraite. Donc on est sur cet âge qui rajeunit aussi. Et c'est très intéressant pour nous, puisque comme on est sur une campagne de sensibilisation, ça indique en fait nos cibles prioritaires pour nos communications. Des hommes seuls aussi, il y en a, enfin des femmes, vous parlez des hommes, mais femmes ou hommes seuls. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de divorces, on va dire, que dans le temps, et puis il y a aussi des remariages. Et ou alors un divorce et un concubinage. Et des familles recomposées. Donc, il y a plein de nouvelles sortes de familles. Les familles monoparentales aussi qui sont en explosion. Et donc, c'est vrai qu'on voit que toutes ces typologies de familles différentes apportent des testaments différents forcément. Oui, effectivement. Stéphanie Gaillard, les familles monoparentales. En fait, il y a beaucoup de seuls différents, de personnes seules, différemment seules en fait. Mais là, j'imagine que c'est aussi du cas par cas. Mais c'est complètement du cas par cas. Je pense qu'on a oublié de dire une chose importante, c'est qu'un testament, ça doit être fait seul. C'est-à-dire qu'un c'est ça que je voulais vous demander tout à l'heure. Ah oui, parce que c'est vraiment personnel. C'est personnel. On ne réunit pas ses enfants avant de l'écrire. Non. Et si votre conjoint a la même cause que vous, chacun doit faire son testament de son côté. Et on rappellera le formalisme, mais votre guide est vraiment très bien fait, didactique, abordable, et je pense que tout le monde peut le connaître, mais le testament... Sur le testament solidaire, vous avez toutes les infos effectivement de A à Z. Au côté pratique, mais le testament le plus usité, c'est celui qui est holographe. Je rappelle, écrit, daté, signé de la main du testateur. Ne tapez pas à l'ordinateur, ça n'est pas bon. Donc, non, on ne le dit pas assez, mais holographe, c'est écrit avec votre stylo, pas effaçable, ça serait mieux quand même, pas au crayon à papier, parce que c'est vrai que... On peut gommer, tout peut se gommer. C'est du bon sens, à la plume doigt. C'est du bon sens, mais je trouve on peut le rappeler. Et donc ça, c'est personnel. Donc si votre conjoint... mais mon conjoint, il a dit la même chose que moi. Non. C'est chacun fait le sien, chacun peut le révoquer. Et on n'a pas parlé d'une chose importante également. On parle de biens immobiliers, mais on peut vous léguer une somme d'argent, un bijou, des titres, un terrain. Des lingots. Et je considère que ça montre que on peut fractionner son patrimoine. On pense aux biens immobiliers, oui, mais je peux donner une voiture, je peux donner une voiture de collection, je peux donner un bateau, je peux donner... Voilà, alors effectivement, ça va être moins facile pour le service des legs, mais je veux dire, il n'y a pas
il n'y a pas de honte à donner ce qu'on peut donner. Les petits ruisseaux, ils font les grandes rivières. Donc, je dis bien, pensez à vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'un testament, c'est votre volonté. Voilà, donc je le fais. Il faut que j'explique pourquoi je le fais. Et là, vous les accompagnez, puisque vous avez besoin de comprendre l'histoire. Ouais. Mais voilà. Mais est-ce que quand on a peur pour aujourd'hui, on voit à l'heure où il y a énormément d'incertitudes qui planent et même qui règnent pour certaines familles, certains parents qui sont très inquiets pour leurs enfants et qui se disent oh non, mais alors les pauvres, c'est déjà dur de commencer dans cette vie-là, dans ce monde qui est le nôtre, aidons-les au maximum et ne donnons rien des associations. Est-ce que ça, c'est des choses que vous observez, Maître Gaillard, ou pas du tout? Pas trop finalement. On n'est pas trop... Non? Vous voulez répondre, oui, Catherine Pagès? Parce qu'en fait, comme on peut faire, il n'y a pas de montant de legs, il y a des petits legs, des grands legs. Donc en fait, nous, on a quelquefois des gens qui nous lèguent une petite somme. Ils ont des enfants, ils nous lèguent une petite somme. Mais une petite somme, ça va permettre d'acheter par exemple un ordinateur pour un filleul. Ça peut être 1 000 €, 1 500 €. En fait, c'est pas un frein. En fait. Comme on peut vraiment fractionner, comme vous disiez, soit donner une partie de ses liquidités, soit une assurance vie, soit etc., un petit leg est aussi important, enfin pas les mêmes choses, mais psychologiquement important. Ma question, c'est, vous avez peut-être bien compris, c'est que en fait, c'est pas parce que on fait un leg ou qu'on donne à une association qu'on méprise ses enfants, ses héritiers, le naturel. C'est ça que je suis en train de... C'est quelque chose je parle chinois. Non, mais c'est pas c'est quelque chose qui est vécu en France. Il y a, par rapport à ça, il y a les testatrices sont plus multidonatrices que les hommes. D'accord. Les hommes, tout à l'heure, on disait, ils ont un projet. Ils veulent aller de l'avant, alors que les femmes, elles sont déjà multidonateurs. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, ne donnent pas qu'à une seule association. Elles donnent à 5, 10, 15 associations. Et donc, ce comportement de dire, on va donner à 5, 10, 15 associations, donc après, quand on va retrouver cette même chose, cette même problématique au niveau des legs. Alors, bien sûr, elles ne vont pas forcément donner à 15 associations différentes, mais elles sont capables de donner. Il y a de plus en plus d'associations qui récupèrent un bout du leg, c'est ce que vous dites tout à l'heure. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure de la voiture par rapport au lingot, par rapport à l'assurance vie, mais en fait, quand on a tendance à plutôt avoir, et c'est plus vrai pour les femmes qui ont plus tendance à être beaucoup plus c'est intéressant, c'est que les hommes, au niveau sociologique. Les écarts de multidonateurs sont beaucoup plus importants chez les femmes parce qu'elles sont plus sensibles à l'ensemble des causes, donc elles ont tendance à répondre à des sollicitations lorsque les associations les sollicitent, alors que les hommes sont plus ancrés sur certaines causes. On dit qu'ils sont monotaches aussi. Mais bon. Alors on dit qu'ils sont monotaches, mais sans être complètement monotaches. Les hommes ont tendance à faire ça. Merci les amis. Testament solidaire, je rappelle qu'il suffit de se rendre sur votre site pour en savoir plus sur la rédaction. C'est remarquable, j'ai été voir effectivement Ambre Donchini. Je vais y aller d'ailleurs la semaine prochaine, tranquillement, pour aller voir de mon côté ce que je vais faire de ma transmission. Maître Stéphanie Gaillard, je vous remercie, porte-parole des notaires du Grand Paris. Merci à vous. Merci Renaud de Beaucorps, cofondateur d'Octos, et Catherine Pagès, du côté des legs et des conditions testataires chez les enfants du Mékong. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.